Pierre Conessa, bonsoir. Bonsoir. Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Nous vous recevons dans le cadre de votre capacité à décrypter l'Arabie Saoudite, la radicalisation et tous ces sujets connexes. Est-ce que vous voulez vous présenter succinctement ? Je m'appelle Pierre Conessa. Moi, j'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle. J'ai enseigné pendant 5 ans. Ensuite, j'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle dans la haute administration. La plus longue période étant au ministère de la Défense. Et puis, j'ai fini les 10 dernières années de ma vie professionnelle en dirigeant une société d'intelligence économique. Bon. C'est-à-dire que tout le fil conducteur, si vous voulez, c'est la connaissance et la transmission de la connaissance. Et ce qui est la partie finale de ma vie professionnelle, c'est-à-dire l'intelligence économique, c'est des entreprises qui posent une question précise à laquelle il faut répondre de manière précise et dont l'entreprise est un propriétaire de la chose. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que le sujet dont on va parler aujourd'hui est revenu vers moi après la publication de mon livre sur l'Arabie Saoudite. Qui s'appelle Dr Saoud et Mr Djihad, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Bon, ce livre avait provoqué un certain nombre de vagues. C'est bizarre, l'Arabie Saoudite, l'ambassade ne m'a jamais invité. Pourtant, j'avais demandé rendez-vous, mais ils ne m'ont jamais invité. J'ai eu après ça une note extrêmement incendiaire du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay sur mon bouquin qui m'accusait d'être saoudophobe. Bon, je leur ai répondu que je pensais que c'était d'être saoudophile qui était un problème. Mais visiblement, à l'intérieur du Quai d'Orsay, il y a des gens qui sont des défenseurs acharnés de l'Arabie Saoudite pour des raisons sur lesquelles on reviendra. Et donc après, les choses se sont enchaînées. Et puis là, je viens de terminer donc un rapport sur le lobby saoudien en France, parce que la commande était passée avant Khashoggi et elle s'est poursuivie après Khashoggi. Bon. Alors Khashoggi, qui était ? Alors Khashoggi était un membre d'une famille proche du pouvoir, assez riche, famille de milliardaires. C'est celui qui est passé en viande hachée, là. Alors, donc lui, c'est ce que les Saoudiens appellent un prince félon, c'est-à-dire un type qui connaît le système de l'intérieur, mais qui, une fois qu'il en est sorti, ou de l'étranger, commence à critiquer le système. Bon. Et vous connaissez son histoire, le type, il va faire au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, il va demander un papier parce qu'il veut se remarier. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire, il est arrêté, torturé, dépecé. Sur ordre de Mohamed Ben Salman, l'équarrisseur, c'est lui qui a demandé qu'on le ramène en petits morceaux. Et puis, ça a été prouvé, ça ? Ah ben oui, parce que ce que les Saoudiens ne savaient pas, c'est que le consulat était totalement sonorisé par les services turcs. C'est-à-dire que très vite, les Turcs, la future femme de Khashoggi était dehors. Donc quand elle a vu qu'il ne sortait pas, elle a commencé à s'inquiéter, elle était voir la police turque, etc. Donc l'histoire est montée jusqu'à Erdogan. Et les Turcs ont parfaitement géré l'information qu'ils possédaient sur le cas de Khashoggi. Donc dans un premier temps, les Saoudiens ont dit « mais non, il a quitté le truc, regardez, il y a des images vidéo dehors ». Et les Turcs ont dit « oui, mais regardez, c'est pas lui ». C'est-à-dire qu'ils avaient leurs propres images. Alors après, ils ont dit « non, mais en fait, il est parti dans une autre direction ». Et les Turcs ont dit « non, il n'est pas sorti ». Etc., etc. C'est-à-dire qu'en lâchant des petits morceaux d'informations comme ça, ils ont obligé l'Arabie Saoudite à reconnaître qu'effectivement, il n'était pas sorti et en particulier, ils avaient filmé qu'arrivait une équipe d'une dizaine de personnes qui en plus sont repartis tous ensemble dans un van. Et donc, même s'ils voulaient raconter que le mec était dans le van, s'il était dans le van, il était en morceaux, il était dans des petites valises, il n'était pas en entier, quoi. Et donc, c'est comme ça que le scandale est sorti. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'une part le meurtre, l'assassinat d'un type à l'étranger, que le pouvoir était complètement impliqué dans cette affaire. Et puis, phénomène qui m'a d'autant plus intéressé, c'est que Khashoggi était le 5e de la catégorie. C'est-à-dire qu'il y avait eu 4 autres types qui avaient exactement des profils identiques, qui ont purement et simplement disparu. Il y en a 2, mais ça c'est des habitudes saoudiennes dont ils ne peuvent pas se défaire, il y en a 2 qui sont partis en avion avec des avions loués par l'ambassade. Il y en a un qui est parti du Maroc avec un avion, il pensait ça atterrir à Rome, il a atterri à Jeddah. Bon. Puis ensuite, on n'a plus de nouvelles de lui. Il y en a un autre, pareil, il est monté dans un avion, je crois, en Italie, et puis pareil, il s'est retrouvé en Arabie Saoudite. Ces types ont disparu. Pourquoi je signale ça? C'est parce que Khashoggi, c'est le numéro 5. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé des 4 précédents? On n'a pas parlé des 4 précédents parce que les journaux se disent « mais attendez, c'est une histoire de milliardaires saoudiens. Qui voulez-vous que ça intéresse ?» Donc tu vois le truc, c'est-à-dire quand je dis que c'est une société protégée, c'est que c'est une société vis-à-vis de laquelle nous avons des réactions, y compris médiatiques, qui ne sont pas de même nature que ce qu'on va trouver sur d'autres pays. Voilà. Genre, on peut faire le parallèle avec Skripal ? Ah ben on peut faire un parallèle formidable avec Skripal, puisque Skripal, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un ancien agent du KGB qui avait effectivement fait défection et qui était donc devenu un agent double et qui avait renseigné les Britanniques et qui avait demandé le statut de réfugié politique en Grande-Bretagne.
Le GRU, ou je ne sais plus, enfin le FSB a décidé de l'éliminer, et donc ils ont fait cette opération en choisissant de l'empoisonner au polonium 250. Ce n'est pas la technique la plus simple, mais enfin, en tout cas, ils ont fait quelque chose qui a fait que physiquement, le type est très vite s'est dégradé, il a perdu ses cheveux, les hôpitaux anglais ne comprenaient pas ce qui lui arrivait, et donc c'est devenu une affaire policière dans laquelle ils ont remonté le truc. C'était pas du polonium, c'était du Novichok. Bah, Novichok, tu connais la combinaison du cocktail ? Bon, enfin bon, peu importe. Donc c'était quelque chose qui a donné les signes d'une mort visible. C'est ça qui était très étonnant. Donc l'investigation de la police anglaise a amené au fait qu'effectivement, il avait été empoisonné de telle et telle manière. Donc, sanctions contre la Russie, contre les oligarques russes, saisie d'un certain nombre d'avoirs d'oligarques russes à l'étranger. Enfin, le type en a réchappé. Sa fille qui était avec lui a aussi souffert, mais enfin, elle en a réchappé. Si tu mets ça en rapport avec ce qui s'est passé avec Khashoggi, c'est-à-dire que le type est ressorti, mais en morceaux et mort, on se dit, mais pourquoi les mêmes sanctions n'ont-elles pas été prises par les grandes démocraties européennes? C'est donc qu'il y a quelque chose qui, effectivement, doit s'expliquer. Et ensuite, tu as vu la façon dont ont réagi les Américains, les Français, etc. Il y a même eu cette phrase extraordinaire de notre président de la République disant, mais Khashoggi n'a rien à voir avec le Yémen. C'est-à-dire que dans la campagne d'extraordinaire émotion que ça a créé, là où les Allemands ont décidé qu'effectivement on ne pouvait pas garder avec l'Arabie Saoudite des rapports de même nature, donc arrêter en particulier les exportations d'armes, la France a dit non, non, ça n'a rien à voir. Et cela dit, aujourd'hui, il n'y a aucune sanction contre l'Arabie Saoudite. Comment ça se fait? Alors, c'est un sujet en soi. C'est un sujet en soi. Donc, je me suis intéressé à cette question, c'est-à-dire comment fonctionne ce qu'on pourrait appeler le lobby saoudien en France. Alors, première chose, il faut bien se rendre compte que l'histoire de l'Arabie Saoudite sur le plan de la communication est une histoire longue. C'est-à-dire qu'au départ, les Saoudiens pensaient que maîtriser la presse arabophone, c'était déjà une bonne acquis, ça suffisait. Bon. Premier choc pour eux, c'est la constitution d'Al Jazeera par le Qatar. C'est-à-dire le petit dernier qui arrive, qui est plein de pognon, qui crée une chaîne qui commence à acquérir une notoriété professionnelle. Bon. Et qui donne la parole, qui passe les vidéos de Ben Laden, qui donne la parole à des opposants, etc. Ça a été un choc pour l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il y avait un média en arabe, en anglais, et puis, qui était capable de faire de l'information, mais d'origine arabe. Les Saoudiens, évidemment, tétanisés, commencent à essayer de réagir. Enfin, ils ont essayé d'empêcher Al Jazeera. Puis finalement, ils ont créé Al Arabiya. Ça a été leur première réaction. Deuxième choc, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, formidable coup de communication, puisqu'il y a 15 Saoudiens sur 19 dans les avions qui tombent sur le World Trade Center. Mais la phrase de Bush est extraordinaire, parce que 2 mois plus tard, il dit c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Tu vois la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient impliqués. Bon. Ça veut dire qu'il y avait déjà aux États-Unis un lobby capable de faire que le président des États-Unis, qui avait tous les éléments d'accusation de l'Arabie Saoudite, préfère détourner le tir. Il fait même beaucoup plus, puisque le Congrès se saisit de la chose. Le Congrès fait un rapport sur le 11 septembre, qui a quand même été un choc gigantesque aux États-Unis. Il faut quand même comprendre que les États-Unis n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. Le dernier mec qui a fait la guerre de sécession est mort en 1955. Donc, tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire le territoire a été sanctuarisé. Donc, ce coup était très fort pour eux. Le Congrès fait un rapport dans lequel il y a 28 pages consacrées à la responsabilité avec les Saoudiens. George Bush les classe secret défense. C'est-à-dire que jusqu'à Obama, ces 28 pages ont été tenues à l'écart de l'opinion publique américaine. Donc, il y a une mécanique sur place qui est suffisamment puissante pour eux. Donc, si tu veux, le fil est parti de ça, c'est-à-dire comment, puisqu'il a eu ce magnifique succès en Arabie Saoudite, aux États-Unis, que se passe-t-il en France? Et en fait, il y a un certain nombre de règles, si tu veux, qui me sont apparues finalement assez utiles, parce que, à la différence du Qatar, l'Arabie Saoudite est partie sur des postulats différents. Si tu veux, en quelque sorte, le Qatar, c'était le nouveau riche. Tout à coup, ils ont été bourrés de pognon, ils ont vraiment utilisé la diplomatie du carnet de chèques. C'est-à-dire, il suffisait de passer à l'ambassade du Qatar, de dire qu'on était un vieil ami du Qatar, qu'on avait un magnifique projet je ne sais où, et donc les gens repartaient avec un chèque. Toute l'enquête de Chesneau et Malbruno, ça a été de tracer l'argent. Et c'est vrai que le Qatar n'avait pas une ambition d'influencer l'islam de France, ils étaient trop petits pour ça. Bon. Ils ont fait des petits trucs, mais enfin, ce n'est pas la pointure de l'Arabie Saoudite. Les Saoudiens, ils ont eu l'intelligence de comprendre qu'ils n'avaient aucun intellectuel exportable, sauf des imams qu'on trouvait sur Internet, et ce n'est pas ceux que tu mets sur les plateaux de télé, qu'ils n'avaient pas de diaspora à l'étranger, donc ils ne pouvaient pas avoir de groupe de pression suffisant pour faire, par exemple, comme les Algériens ou les Marocains, une espèce d'organisation de l'opinion. Et puis la dernière chose, c'est que le produit est invendable.
C'est-à-dire qui va prendre la défense de l'Arabie Saoudite, le pays le plus intolérant de la planète, le pays qui a le nombre de décapitations par tête d'habitant, si je puis me permettre cette expression, le plus élevé que la planète, c'est-à-dire que les Saoudiens décapitent plus que les Chinois. Bon. Donc, le produit est invendable. Ce qui fait qu'ils ont eu l'intelligence de comprendre qu'il ne fallait pas faire, il fallait faire. D'où leur contrat, très vite, avec des sociétés de relations publiques. Par exemple, de relations publiques, de communication, des sociétés de lobby. Lesquelles? Alors, dès le 11 septembre, enfin le lendemain du 11 septembre, il y a une société qui s'appelle Corvis, qui a tout de suite approché les Saoudiens en leur disant « vous ne savez pas faire, on va vous aider, etc. etc. » Ils avaient les Saoudiens avaient leur propre système d'influence sur le système politique. Évidemment, le choc dans l'opinion publique était tel qu'il y avait quand même du boulot. Cette société a suivi l'Arabie Saoudite pratiquement tout le temps. Et même aujourd'hui, en 2011, elle a été rachetée par Publicis. Et aujourd'hui, elle est responsable de la communication de l'Arabie Saoudite à Bruxelles. Pourquoi c'est si intéressant, Bruxelles? Parce qu'à Bruxelles, au Parlement européen, que tout le monde a l'habitude de critiquer, il y a un observatoire des lobbies qui fait que tous les gens qui veulent pénétrer au Parlement européen, si société de lobbyistes, ils doivent déposer leur contrat et expliquer qui sont leurs commanditaires. Donc quand tu regardes sur ce site, que tu vois quel est le mandat qui est donné à Corvis, tu te dis c'est formidable, c'est améliorer l'image de l'Arabie Saoudite, expliquer que ce n'est pas un État qui finance le terrorisme, que c'est un allié dans la lutte contre le terrorisme, etc. etc. Donc tu te dis c'est prodigieux, c'est un défi pour un communicant d'arriver à communiquer là-dessus. Et donc ils ont, si tu veux, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, en peu de mots, a des contrats avec les 5 majors de la com mondiale. C'est-à-dire les 3 américaines, WPP, Omnicom et le Marshmallow, je n'arrive jamais à le prononcer, et puis les 2 françaises qui sont Publicis et Havas. Et donc aujourd'hui, ils ont saturé le marché de la com. L'originalité du système saoudien, c'est que ce ne sont pas les grosses boîtes qui font. Les grosses boîtes sous-traitent, de façon à ce qu'il y ait une arborescence, si tu veux, qui fait que on ne sait jamais, on ne peut jamais dire « oh non, non, mais c'est l'Arabie Saoudite qui a payé ». Donc il y a des petites boîtes françaises, même parfois tenues par des anciens membres de cabinet du système français, qui organisent des voyages en Arabie Saoudite et qui font, dans lesquels les gens s'y prêtent d'autant mieux que, effectivement, leur interlocuteur n'est pas l'ambassadeur d'Arabie Saoudite. Tous les gouvernements font ça. Non, il y en a qui le font directement. Quand tu es invité par une fondation américaine, son mandat est clair, c'est pour te faire comprendre le système américain. Mais tu as des entretiens au Congrès, tu as des entretiens au département d'État, tu as des entretiens, etc. Tu as des entretiens avec des think tanks. En Arabie Saoudite, le mandat, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rencontrer qui? La seule personne que tu ne peux pas rencontrer, c'est la hiérarchie religieuse, c'est-à-dire ceux qui donnent cette marque, cette empreinte à l'Arabie Saoudite. Quand tu regardes les documentaires sur l'Arabie Saoudite, un journaliste qui part là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller chercher le rappeur saoudien et la femme qui conduit. Tu vois ce que je veux dire? Celui qui a des tigres. Et celui qui a des tigres, moi. Et donc, au lieu de dire l'Arabie Saoudite, c'est d'abord le grand imam, les descendants de Abdel Wahab, c'est ceux-là qui font la morale, la police religieuse, la réglementation sociale, etc. Donc tu te dis, mais attends, l'Arabie Saoudite, c'est ça, c'est pas la femme qui conduit, c'est pas le mec qui a des tigres, et c'est pas le type qui... Tu vois ce que je veux dire? Donc la déviation médiatique, c'est paradoxalement de ne pas s'attaquer au cœur du sujet. Comment ça se fait qu'on en soit arrivé à toute critique contre le régime et c'est assimilé comme une critique contre l'islam? Alors, il y a trois aspects différents dans la volonté des Saoudiens de maîtriser leur communication. La première cible, c'est les décideurs occidentaux. C'est-à-dire, quand un décideur occidental va en Arabie Saoudite, il revient toujours avec une lettre d'intention. La lettre d'intention, c'est regarder Valls revenant d'Arabie Saoudite 2 mois après les attentats, disant 10 milliards de contrats. Bon. Trump, il va un peu plus tard, 110 milliards de contrats. Tu te souviens de cette image de Trump avec son panneau expliquant qu'il avait sauvé 1 million d'emplois aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans la lettre d'intention, c'est quand tu fais le bilan après, il n'y a pas obligatoirement de contrat. Mais l'homme politique revient dans son pays en disant « Regardez, avec moi, ça avance ». Donc ceux-là, tu sais qu'ils ne critiqueront pas. La deuxième cible, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, alors... Un projet pharaonique? Alors oui, on annonce un projet pharaonique. Le dernier en date, c'est donc cette cité qui s'appelle Neom, qui est une société, c'est un projet qui devrait normalement coûter 500 milliards de dollars, dont il y a de quoi faire rêver un certain nombre d'hommes d'affaires. Quand même, quand tu vas au Business Forum en Arabie Saoudite, tu ne vas pas te lever en disant « Excusez-moi, mais je connais pas... Tous les projets précédents que vous avez présentés, les tech cities diverses, il n'y en a aucun qui a marché. Pourquoi celui-là marche? En 2005, Abdallah Tech City en 2005, ensuite il y avait quoi? Il y a King Abdullah Economic City. Voilà. Port de la mer Rouge, première ville intelligente du monde, à partir de rien, 100 milliards en 2015. Ben oui, c'est ça. Donc tu vois bien que si tu fais le bilan
d'épisodes précédents dans lesquels des projets aussi pharaoniques ont été proposés, que tu passes 3 ans après et que tu t'aperçois que soit que les immeubles sont vides, soit que la cité n'a jamais vu le jour, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est une mécanique de communication à laquelle on ne croit que parce qu'on sait que ce pays est richissime. Un des trucs intéressants, par exemple, sur le projet qui est proposé par Mohamed Ben Salman, c'est l'idée de privatiser 5% de la grande société pétrolière Aramco pour sortir de l'argent, pour faire un fonds d'investissement qui deviendrait le plus gros fonds d'investissement du monde. Et donc, il y a de quoi faire rêver et de faire tourner les yeux de tous les ongles Picsou de la planète. Bon. Simplement, ils n'arrivent pas à privatiser 5% de Aramco. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de comptabilité à Aramco. Si tu fais le tour de nombre de princes, il y a 10 000 princes autour de la famille royale. Hein. Si tu fais le relevé de tous les mecs qui émargent sur Aramco, le type qui va mettre 5%, il n'aura jamais accès à la comptabilité. Donc, il y a une espèce de contradiction dans les termes. Ça ne veut pas dire que les entreprises perdent de l'argent, mais ça veut dire que l'effet de mirage est suffisamment convaincant pour que personne ne critique. La troisième cible, qui est très importante aussi, c'est les représentants de l'islam à l'étranger. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait des critiques venant de pays de musulmans contre l'Arabie saoudite. Et là, c'est la conjonction de deux phénomènes. D'abord, le fait que les musulmans, les organisations musulmanes à l'étranger ont toujours besoin d'argent pour financer la construction de mosquées, etc. En France en particulier, avec la loi de 1905, il faut qu'ils trouvent de l'argent. Donc les financeurs sont essentiels des gens du Golfe. Et puis évidemment, c'est la concurrence Qatar-Arabie saoudite. Donc comme il faut trouver de l'argent soit d'un côté, soit de l'autre, on ne se prononce pas sur le blocus. Pas porté. L'autre question qui est extrêmement importante aussi, c'est le Yémen. Et tu t'aperçois qu'il n'y a jamais eu une critique émanant du CFCM ni d'une autorité religieuse française, musulmane française, pour critiquer l'attitude de l'Arabie saoudite au Yémen. Pourquoi? Parce que les Saoudiens ont réussi à faire croire que toute critique contre l'Arabie saoudite était une critique contre l'islam. C'est formidable. C'est comme à l'époque de Moscou, si tu veux, si tu critiquais Moscou, c'est que tu critiquais le communisme. Tu te souviens de ces procès faits à Gide revenant de... Est-ce qu'on peut faire le même parallèle avec Israël ? C'est aussi vrai, parce qu'une des originalités de la vie internationale aujourd'hui, c'est que les pays sont toujours obligés de tenir compte de leur diaspora. Bon. Et leur diaspora a souvent un effet d'influence sur sur le pays d'accueil, si tu veux. Alors, je ne veux pas parler de la communauté juive comme une communauté diasporique, mais si tu veux, ça veut dire que les gens savent cette double appartenance, à la fois à leur pays d'accueil et à leur pays, si tu veux, d'appartenance culturelle. Et donc, il y a l'idée de dire... Nous sommes la ligne de front, si tu veux, défenseurs d'Israël. Bon. Et tu t'aperçois qu'effectivement, dès qu'en France, l'accusation d'antisémitisme vole bas. Dès qu'il y a un type qui critique, c'est qu'il ne peut être qu'antisémite. Et de la même façon, dès que tu critiques, tu exprimes des critiques sur l'Arabie saoudite, sur la politique religieuse que tu veux, tu es immédiatement qualifié d'islamophobe. Épisode, si tu veux, personnel, qui m'a beaucoup fait plaisir. En 2014, je fais un rapport pour une fondation privée sur quelle politique de contre-radicalisation en France. J'appelle le collectif contre l'islamophobie en France. Et je tombe sur l'attachée de presse, enfin, la porte-parole, qui est une convertie, et puis je lui dis, voilà, je voudrais vous voir parce que je fais un travail sur la radicalisation en France. Je voudrais connaître votre point de vue sur la radicalisation, qu'est-ce que vous en pensez? La fille me dit, ah mais nous, ça ne nous concerne pas, nous ne sommes concernés que par les actes islamophobes. Je dis, attendez, quand il y a une affaire Mera ou Nemouche, vous avez bien évidemment des communiqués, des choses pour vous positionner après. Non, ça ne nous intéresse pas, nous seuls nous intéressent les actes islamophobes. Je dis, c'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de parler avec le CRIF. Alors je ne sais pas pourquoi, il y a eu un silence quand je lui ai dit ça. Et puis après, je lui ai dit, mais le jour où vous avez un musulman intégriste et un juif radical qui se tape sur la gueule, comment on fait? C'est de l'antisémitisme ou c'est de l'islamophobie? Comment on fait? C'est le premier qui déclare qui a gagné? Et je ne sais pas pourquoi elle a raccroché. Donc on est dans cette situation-là, c'est-à-dire, ils ont réussi à saturer, si tu veux, le marché de la discussion critique, ce qui n'empêche pas un certain nombre de Français de culture musulmane d'être extrêmement radical sur l'analyse de l'influence du wahhabisme. Mais tu as quand même un système, si tu veux, de communication qui est très, très efficace, et en particulier, les élites musulmanes sont très embêtées. Ne serait-ce que dans le CSFM, tu as un certain nombre de gens qui possèdent des agences de voyage. Quand tu demandes des visas pour des mecs qui veulent faire le pèlerinage, tu es obligé de t'adresser à un pays qui doit te regarder d'un bon œil. Si tu commences à prendre tes distances, c'est ta vie professionnelle qui disparaît. Donc on est dans cette situation-là, ce qui fait que dans l'ensemble, ça aboutit à ce résultat dont on parle, c'est-à-dire c'est un pays protégé. La diplomatie du chéquier, de l'Arabie saoudite, ça représente combien de milliards? C'est très difficile à chiffrer.
c'est très difficile à chiffrer parce qu'il n'y a pas que les boîtes de relations publiques. Par exemple, aux États-Unis, qui est un système de lobbying beaucoup plus développé, beaucoup plus arborescent que l'on a en France, il y a par exemple des fondations, de l'argent. Par exemple, le mandat donné à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis, c'est d'avoir l'accès direct au bureau ovale. Il ne faut pas qu'il passe par le département d'État. Technique très simple pour ça, quand il y a une campagne présidentielle, on finance les deux camps. Comme ça, on est sûr qu'au bout du compte, on aura le contact direct. Bon. Et donc, aux États-Unis, tu as ça, tu as le financement de fondations présidentielles, d'où l'accusation de Trump contre Mme Clinton en disant « Regardez, elle est financée par l'Arabie Saoudite ». Il y a le financement des chaires universitaires, ce qui n'existe pas en France. Et donc, il y a un système qui est beaucoup plus intrusif et beaucoup plus important aux États-Unis qu'en France. En France, comme les universités sont encore dans un système étatique classique, il y a très très peu, je n'ai trouvé qu'un seul exemple de jumelage entre une université saoudienne et une université française. Donc on n'est pas dans le même degré de pénétration. Mais par contre, on est dans un état de faiblesse bien plus grand que celui des États-Unis. C'est-à-dire, c'est d'où la raison de cette espèce de mutisme de nos hommes politiques et de nos hommes d'affaires dès qu'on parle de l'Arabie Saoudite. Et comment t'expliques le fait que le CAPS, qui est la cellule d'analyse et de prospective du Quai d'Orsay, te charge, prennent la défense de l'Arabie Saoudite? Parce qu'ils sont vérolés dedans, parce qu'ils ont fait leurs études dedans, parce que papa, il travaille dans le coin, parce qu'il y en a un qui a travaillé en Égypte, parce que quoi? Parce qu'ils ont des interconnexions, ils doivent rendre des services, ou c'est tout simplement parce que tu te trompes? Non, le type qui a fait le commentaire est un type qui était observateur de la France à l'Organisation de la coopération islamique à Riyad. C'était effectivement l'individu le plus objectif qu'on pouvait trouver. Bon. Donc il a fait une note, mais qui ensuite a été validée par la hiérarchie. Alors j'en ai parlé avec des copains diplomates, il m'a dit oui, on le connaît, il fait des notes totalement délirantes, mais il est statutairement diplomate. Donc ils l'ont mis au CAP probablement pour qu'il arrête de nuire ailleurs, si tu veux. Mais enfin, cette note était d'autant plus ridicule que le Canard enchaîné en a fait une brève. Et ça, le Canard enchaîné, quand c'est lu dans les cabinets ministériels, en général, ça provoque un séisme. Donc le jour où c'est paru dans le Canard enchaîné, j'ai bu du petit lait. On est infiltré au sein de nos institutions avec des relais d'influence de l'Arabie Saoudite. Non, je crois que c'est pas une infiltration, c'est une espèce une combinaison de mutisme. On refuse d'en parler. C'est une espèce de mélange de défense des intérêts supérieurs de l'État. C'est un gros client, nos contrats d'armement, nos contrats de TGV, nos contrats de machin, etc. Et puis, l'opinion publique, les Saoudiens s'en foutent. Ils s'en fichent. C'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est, ici, on ne parle de l'Arabie Saoudite que pour en dire du bien. Et les médias, dans une certaine mesure, jouent le jeu. C'est-à-dire que, je te cite l'exemple des 4 milliardaires enlevés. Pourquoi n'a-t-on pas parlé des 4 précédents? Parce qu'on se dit, mais attendez, l'Arabie Saoudite, c'est un pays rétrograde, content de l'être. C'est pas un sujet qu'on va traiter tous les jours. Bon. Je cite un exemple dans ce rapport que m'a envoyé ma fille des États-Unis, qui est un site d'opposants saoudiens, qui a relevé dans le New York Times, sur 70 ans de New York Times, les unes du journal à chaque fois qu'il y avait un changement de roi en Arabie Saoudite. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, la thématique de l'article, c'était l'homme du changement. Le nouveau royaume. L'homme du changement, l'homme du changement. Il n'y a pas de pays plus immobile que celui-là, tu vois. C'est exactement comme le moonwalk de Michael Jackson, tu vois. Ça donne l'impression d'avancer, sauf que ça recule. Mais... Ils font des progrès. Non. Non, si. Non. Maintenant, les femmes peuvent conduire. Oui, mais tu te rends compte qu'on en arrive à dire, regardez, il y a un progrès, parce que dans le seul pays du monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire, tout à coup, quand on nous l'annonce, on a l'impression que c'est une révolution copernicienne. Quand il y a des femmes qui ont pris le volant pour dire « mais nous, on veut être libres », etc., elles ont été arrêtées, emprisonnées, torturées. Alors pourquoi d'un seul coup on dit « c'est la révolution, il va y avoir une libéralisation », et que les 9 femmes qui ont été arrêtées, qui réclamaient plus, on les a foutues en tôle? Il y a encore des dissidents politiques dans leur geôle, où ça s'est arrêté parce que la France traite avec eux? Est-ce que la France... aide les gens torturés en Arabie Saoudite pour les faire sortir? Est-ce que la France paye des droits de l'homme, des lumières? Non, parce que, par exemple, comme politique publique, d'abord, le Quai d'Orsay ne doit défendre que les citoyens français. Ça, c'est sur la protection consulaire. Bon, il n'y a pas pour le moment de Français qui sont emprisonnés là-bas, mais enfin, ce qui est intéressant, c'est les autres, c'est-à-dire des gens qui ont été condamnés de manière scandaleuse, ou alors ces femmes arrêtées, etc.
Alors, le cas le plus symbolique, c'est le type qui s'appelle Raif Badawi, qui est un type un blogueur qui avait sur son blog dit qu'il aimerait bien qu'il y ait un peu plus de liberté de conscience et qu'on arrête de traiter les autres religions comme si elles étaient des religions diaboliques, etc. Bon. Le type arrêté, condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet qu'il reçoit par tranche de 50. C'est-à-dire quelque chose de absolument scandaleux. Scandaleux. Bon. Aux États-Unis, tu as des campagnes de défense de Raif Badawi. En France, tu n'as quasiment rien. Alors, pourquoi? J'en ai parlé avec des gens des ONG. Alors, pourquoi l'Arabie Saoudite, etc. Par exemple, il y a une avocate iranienne là, qui est condamnée, qui est une avocate défenseur des droits de l'homme. Il y a 1 million de signatures sur le site d'Amnesty International. Sur le site de Raif Badawi, tu as 100 000 signatures. Donc tu te dis, tiens, c'est étrange, pourtant l'un et l'autre. Il y a cette espèce de contrainte psychologique sur le thème qu'on ne comprend pas. Alors je pose la question à un ancien président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Je lui dis, mais enfin c'est quand même étonnant. Et là, il y a un marché qui est complet pour vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut, la peine de mort, tout ça. Bon. Il m'a dit, c'est vrai, vous avez raison. Et finalement, je crois que comme nous avons des ressources limitées, on a tellement l'impression que ça ne sert à rien de faire quelque chose sur l'Arabie Saoudite qu'on préfère affecter nos moyens sur des pays où on sent que ça va avoir de l'effet. Donc c'est paradoxal, ça aboutit au résultat contraire de celui qu'on pourrait avoir. Et alors, pour en terminer sur le cas de Raif Badawi, un jour je fais un article dans Le Monde, justement pour expliquer ça, le salafisme, le wahhabisme, tout ce que c'était, tout pareil. Et je reçois un mail d'un ambassadeur de France là-bas, que je connaissais, qui me dit « Pierre, tu exagères, ce pays se réforme, tu as tort de le traiter comme ça, etc. » Je lui dis « Tu fais un métier merveilleux. » On m'a raconté ça. Et il me dit « Mais tu sais, la diplomatie discrète est plus efficace que la diplomatie publique. » Bon, je lui dis « Écoute, tu peux peut-être leur demander discrètement qu'ils abandonnent les 10 ans de prison pour Raif Badawi, puisque de toute façon, il sera mort au bout des 1000 coups de fouet, donc tu peux peut-être obtenir ça. » Bon, je ne sais pas pourquoi la conversation s'est arrêtée. Donc, on est avec ce genre de gens qui ont ce type de rapport. C'est lui qui ressemble un peu à Jean Dujardin avec quelques kilos en trop? Je sais pas. Non, celui-là, on l'a déjà approché. Non, c'est pas ça. Non. Donc, c'est pour dire que ce type est intelligent, il connaît bien le sujet, il connaît bien la région. Et donc, s'il en arrive à tenir ce genre de propos, c'est parce qu'il a complètement intériorisé une partie de ce qu'on pourrait appeler la raison d'État, c'est-à-dire c'est un client comme ménage, quels que soient ses abus. Et on l'a bien vu. Alors, dans l'affaire Khashoggi, par exemple, il y en a une très très belle. Alexandre Adler, publiciste international, qui fait un article dans le Figaro Vox pour dire, moi, d'après mes sources de renseignement, c'est pas les Saoudiens, c'est les Turcs. Erdogan, il faut se méfier. Le lendemain, Mohamed Ben Salman reconnaît que c'est eux. Il a un contrat avec l'Arabie Saoudite? Je sais qu'il a essayé de débaucher un copain à moi, c'est tout ce que je peux te dire. Mais il reste que l'homme, tu vois, son réseau d'influence. Il y en a d'autres comme ça que tu as identifié Non. Non, ce qu'on peut se demander... Jacques Attali. Alors, Jacques Attali, il est conseiller économique de Mohamed Ben Salman. Tu ne vas pas lui reprocher d'être conseiller économique. C'est lui qui a conçu le programme de la gauche. Donc, peut-être que demain, il va faire le programme commun pour l'Union, pour l'Arabie Saoudite. Richard Attia. Attias, lui, il gagne du pognon avec le Davos du désert. Donc, il est complètement dans sa fonction. Il fait du business légalement. Ah ben oui, il fait du business légalement. Encore une fois, ce n'est pas obligatoirement de payer des gens pour qu'ils soient à contre-emploi. C'est d'acheter des personnalités parisiennes dont on sait que leur carnet d'adresse permettra à certains moments d'ouvrir certaines portes. Ils ne sont pas achetés, ils travaillent. Bien sûr, oui, ils sont sous contrat, bien sûr. Mais il n'empêche que si tu choisis de prendre Jacques Attali, c'est mieux que si tu prends l'Observatoire français des conjonctures économiques. Rachida Dati. Rachida Dati, c'est autre chose. Là, c'est une personnalité qui travaillait antérieurement pour le Qatar, c'est ce que disent chez Noémal Bruno, et puis qui, maintenant que le Qatar a arrêté la diplomatie du carnet de chèques, c'est bizarre, on la retrouve plutôt du côté de l'Arabie Saoudite. Par exemple, Rachida Dati, ni Michel Alliot-Marie n'ont jamais voté la moindre résolution au Parlement européen condamnant l'Arabie Saoudite. Donc je ne peux que mettre les faits en rapport. Moi, je n'ai pas dit qu'elles étaient payées pour ça. Peut-être qu'elles en sont convaincues. Bon, Nicolas Sarkozy. Bon, Nicolas Sarkozy, lui, en fait, il participe à des conférences où il est très cher payé. Donc, est-ce que c'est un soutien? Est-ce que c'est une manière C'est une dangereuse insinuation. Non, pourquoi? Il y est allé. Au moment où il y avait l'affaire Khashoggi, il y avait le Davos du désert, des numéros 1 d'entreprises, en particulier américaines, décident de ne pas y aller. Et notre ancien président de la République y va. Bon, je ne fais que mettre en rapport le fait que l'éthique aurait voulu que, surtout pour quelqu'un qui n'est pas en charge, qui n'est plus en charge, qui n'engage pas la France, on aurait pu penser qu'il pouvait s'en dispenser. Tu sais, aujourd'hui, après l'affaire Khashoggi,
Il y a une seule boîte de relations publiques qui a rompu son contrat avec l'Arabie Saoudite. Toutes les autres ont continué. Toutes. Tu vois ce que ça veut dire? Quel qui a arrêté? Ah, c'est une boîte américaine dont je n'ai pas le nom en tête exactement, je te le dirai si tu veux. Mais c'est pour dire que les liens contractuels sont probablement tellement juteux que même face à un scandale comme celui de Khashoggi, il n'y a aucune boîte qui renonce à son contrat. Est-ce que l'Arabie Saoudite continue sa guerre avec l'Iran sur notre propre sol? C'est-à-dire, est-ce qu'il finance des lobbies anti-iraniens? Est-ce qu'il finance des choses comme ça? Oui, en tout cas, bon, celui qui est le plus facile à identifier, c'est le lobby des Moudjahidines du peuple. Les Moudjahidines du peuple sont un parti d'opposants au régime des Mollahs, qui a fait une partie du chemin avec la révolution au départ, et puis qui pensaient qu'ils mettraient facilement le vieux Khomeini dans leur poche. Bon, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le personnage était beaucoup plus astucieux et beaucoup plus fort qu'eux. Et donc, en fait, c'est eux qui ont été réprimés et ils sont partis à l'étranger. Bon. Ils sont partis à l'étranger, ils sont venus en France. Et depuis cette époque-là, les Iraniens considèrent que c'est un groupe terroriste, hein, puisqu'ils ont fait des attentats sur le territoire iranien. Et surtout, ils ont fait la guerre avec les Irakiens contre leur propre pays. Donc c'est ce que nous on appelle des collabos, si tu veux, dans l'époque de l'occupation. On devait le comparer à l'occupation. Bon. Donc ces gens sont totalement décrédibilisés en Iran. Mais en France, ils ont une espèce de savoir-faire que les Saoudiens ne possèdent pas, justement pour avoir des compromissions, inviter des parlementaires, etc. Alors ils ont chaque année une grande manifestation à Villepinte, qui est un grand raout, si tu veux, dans lesquels... Juste pour l'anecdote, reportage de France 24 sur une des séances à Villepinte, c'était il y a 4-5 ans. Le journaliste de France 24 voit des mecs qui sont dehors sur le gazon, il va les interroger, c'était des jeunes Polonais. Il dit, qu'est-ce que vous faites là? Il dit, bon, nous on nous a proposé un week-end à Paris pour remplir la salle. Bon, on parle ni un mot de français ni un mot de persan, donc de toute façon, on sait qu'après on va être libéré, on va passer le week-end à Paris. Bon. L'année suivante, c'était des mamas africaines venues du 93 avec les enfants qui couraient autour, etc. Donc tu te dis, on fait un remplissage de salle en dépensant de l'argent. Et point d'orgue de tout ça, c'était il y a 2-3 ans, c'est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui, à cette séance de Villepinte, annonce que Massoud Rajavi est mort depuis plusieurs années. C'est-à-dire dans ce groupe dans lequel Madame Rajavi a pris la tête depuis maintenant un certain nombre d'années, qui n'a jamais dit qu'est-ce qu'il était arrivé au père fondateur, c'est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui probablement n'était pas au courant de cette ligne de communication qui a mangé le morceau. Et donc, tu te dis, dans ce cas-là, effectivement, les Saoudiens soutiennent ce mouvement d'opposition. Il n'a aucune crédibilité, mais ils le soutiennent. Donc, on est sur on est un terrain de jeu, si tu veux. Cela dit, il n'y a pas beaucoup de crédit. Donc, on est un terrain de jeu. Est-ce que tu as des retours de nos services de renseignement intérieurs? Est-ce qu'il y a une modélisation? Est-ce qu'il y a du mapping de ces relais extérieurs? Parce qu'on fait tout un scandale sur les Russes, sur les Américains, et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on cartographie les autres réseaux d'influence? Non, c'est une des questions que je me suis posée parce que j'en ai parlé avec Malbruno, justement, en leur disant, mais tiens, on devrait faire un truc ensemble sur la France, terre de lobby. De lobby international, évidemment, pas de... Et c'est vrai que ceux-là, en tout cas les pays du Golfe, sont ceux qui partaient avec le plus gros handicap, parce que plein de pognon, mais en même temps invendable, c'est là que, si tu veux, les sociétés de relations publiques ont probablement les marchés les plus intéressants. Dans des pays comme les États-Unis, ils n'ont pas besoin de boîtes de relations publiques. Ils font faire, parce que c'est le département d'État qui va inviter. Par exemple, il y a un programme qui s'appelle le German Marshall Fund, qui est une fondation qui a été créée avec de l'argent qui est resté du plan Marshall, et qui est dédié chaque année à inviter des personnalités étrangères, tu sais, un peu comme les programmes du CAP, les programmes des personnalités d'avenir. Donc ceux-là n'ont pas besoin. Tu ne vas pas faire du lobby britannique en France. Donc là, on est sur des pays qui ont besoin d'un savoir-faire. Bon, l'islam en France, ça donne quoi? Ça continue de financer le rapport El Karoui, ça donne quoi? L'islam français est-il possible? Ambassadeur saoudien déclare, au total, nous avons versé 3,7 millions d'euros, soit en moyenne 750 000 euros par an. 14 imams, quelques 2200 qui officient en France. Oui, le rapport Al-Karaoui, moi, en tout cas, me fait grand plaisir, puisque justement, il ne cesse de parler de la wahhabisation de l'islam de France. Donc, mon camarade du Quai d'Orsay, je pense l'a lu, celui qui a critiqué mon bouquin, parce qu'il s'aperçoit que c'est ma thèse qui aujourd'hui triomphe partout. C'est-à-dire, oui, on sait que le salafisme est d'origine wahhabite, et donc on sait que c'était l'Arabie Saoudite, en tout cas qui a diffusé l'idéologie. La contradiction de l'Arabie Saoudite, c'est que on sait très bien qu'ils ont besoin des mécréants quand ça va mal, et quand ils appellent les mécréants pour les défendre,
c'est leur hiérarchie religieuse qui commence à râler. Scénario 91, quand Saddam Hussein envahit le Koweït, à ce moment-là, tous les Saoudiens serrent les fèches, les princes saoudiens, et donc on va faire appel aux Américains et aux autres pour venir défendre les koufars. Alors on va faire appel, on va appeler les koufars pour venir défendre la terre de l'islam. Bon. Donc il y a cette contradiction, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut, pour sauver la dynastie, il faut marcher sur la tête des religieux. Mais les religieux, en général, se vengent après. Par exemple, après la crise de 91, donc après l'arrivée des troupes américaines, ils ont fermé tous les cinémas de Riyad. Pourquoi faire du cinéma dans un pays qui est un islam intégriste? Le cinéma, il n'a pas de raison d'être, c'est une représentation humaine, donc ils ont fermé tous les cinémas. Tu vas me dire quel est le rapport entre l'un et l'autre, si ce n'est le fait qu'il fallait donner à la hiérarchie religieuse un contrôle supplémentaire sur la société saoudienne. Et donc, les résistances à l'intérieur de la société saoudienne font que la dynastie peut être menacée. Et d'ailleurs, comme il y a eu des attentats contre les compounds américains, les Américains sont déplacés, ils sont allés s'installer à Doha, où se trouve maintenant la base américaine, qui contrôle le Golfe. Donc, si tu veux, les Saoudiens savent très bien, la dynastie sait très bien qu'il ne faut pas se fâcher avec les Occidentaux parce qu'on peut en avoir besoin. D'où une ligne très prudente dans le cas de la France. Financement, effectivement, d'une douzaine de mosquées, ce qui n'est pas énorme. Financement de 14 imams. Mais une machine qui continue à tourner, qui s'appelle l'Université islamique de Médine, qui est l'espèce d'université Lumumba, comme l'avaient fait les communistes, si tu veux, dans les années 50. C'est-à-dire une université dans laquelle on forme des cadres qui vont être des cadres salafistes, qui ont instruction de repartir ensuite dans leur pays. Ils ne peuvent pas demander la nationalité saoudienne. Donc par exemple, aujourd'hui, au Mali, où les troupes françaises se battent pour défendre le pays contre les djihadistes, le représentant de l'islam malien est un ancien de l'université de Médine, Mohamed Dicko, le type qui a refusé de condamner l'attentat contre le Radisson Blu, dans lequel sont morts des Français. Donc on se dit, mais attends, on est complètement schizophrène, c'est-à-dire qu'on va faire semblant de se battre contre des gens qui en même temps te diffusent un peu partout sur la planète leur idéologie. On fait quoi? On les envahit? L'Arabie Saoudite? Non, je crois que, si tu veux, il faut être d'abord extrêmement clair avec eux, puis ensuite il y a des moments où il faut faire preuve de courage. Quand Angela Merkel rompt le contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite, on m'explique que l'Allemagne vend moins que nous. C'est pas vrai. L'Allemagne, certaines années, a vendu plus que nous, plus d'armement que nous, y compris dans les pays du Golfe. Donc je ne vois pas pourquoi tout à coup on nous sort cet argument en nous disant non, non, mais c'est impossible pour le cas de la France. C'est un acte de courage politique. Nos propres services, censés propager la parole de la France, censés aller nous chercher des contrats, est-ce qu'ils ont une éthique où la raison d'État surpasse toute l'éthique? Ben, tu sais, moi, j'ai travaillé à l'exportation d'armement, justement, en quittant la délégation aux affaires stratégiques, parce que je me suis dit, bon, c'est tellement facile de l'extérieur de critiquer, je veux savoir comment c'est de l'intérieur. Bon. Et donc, j'ai pris un poste pour m'occuper de la politique d'exportation à l'intérieur de la délégation générale pour l'armement, qui a vocation non seulement à développer des programmes français, mais en plus qui a une branche internationale pour vendre de l'armement français à l'étranger. Et je me suis rendu compte que nous, notre caractéristique dans notre formation, dans notre philosophie, on apprend à bien faire ce qu'on nous demande de faire. Mais quand tu vends des armements, qu'est-ce que c'est bien faire? C'est vendre plus ou c'est vendre mieux? Tu comprends que ce soit une contradiction continue. Parce que tu te dis, par exemple, je vais vendre des sous-marins au Pakistan. Le Pakistan est un pays dans lequel la moitié du temps d'indépendance a été occupée par un pouvoir militaire. Mais tu dis en même temps, les sous-marins, c'est pas avec ça que tu fais un coup d'État. On n'a pas une petite affaire avec le Pakistan, les sous-marins? Alors, justement, si tu fais le parallèle, l'affaire des commissions sur les contrats d'armement, si tu veux, c'est un autre sujet, parce que ça ne concerne pas que le Pakistan. Mais c'est juste pour te dire que tu peux toujours trouver un argumentaire qui va te dire, non, mais je vends des armes qui ne servent pas. Par exemple, pendant l'Arabie Saoudite, on vendait des armes à l'Arabie Saoudite, qui a été longtemps notre meilleur client et encore aujourd'hui en moyenne lycée, mais parce que les Saoudiens s'en servaient pas. Ils achetaient des garanties de sécurité, ils achetaient des anxiolytiques. Donc, on pouvait vendre d'autant plus qu'on savait que les Saoudiens n'utilisaient pas ces armes. Ce qui nous pose problème maintenant, c'est le fait qu'ils les utilisent au Yémen. Là, maintenant, on est face à un choix. Ils les utilisent pour se protéger, voyons. Oui, surtout les canons César, puisqu'ils les gardent du bon côté de la frontière et que ça a une trajectoire d'environ une quarantaine de kilomètres. C'est-à-dire que il y a une ONG de dénonciation de la politique française d'armement qui explique qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui sont sous le champ des canons César, qui sont du côté défensif de la frontière. Quand il y a les dockers qui bloquent l'approvisionnement des bateaux qui sont censés fournir ensuite les munitions pour les canons César, les dockers français, c'est bien, c'est pas bien, c'est à l'état de le faire
Est-ce que les dockers se substituent maintenant à l'État et à l'éthique de notre État? Là, en l'espèce, la chose a été effectivement assez remarquable, puisqu'ils ont refusé de charger. On était en pleine affaire Khashoggi, donc on était dans le paroxysme de l'ignominie, quoi. Donc ils ont refusé de laisser le bateau entrer. Finalement, il est parti en Espagne et il a embarqué en Espagne les choses. Je crois que c'était des munitions qu'il venait chercher. Bon. Donc, c'est vrai que si on n'a pas une position européenne minimum commune sur l'Arabie Saoudite, on n'aura pas de moyens de pression. Mais quand il y a un pays, par exemple, j'ai un exemple qui est très intéressant. Le Canada, il y a à peu près un an et demi, a pris la défense des 9 femmes qui avaient été emprisonnées. Les 9 femmes qui avaient demandé à ne plus avoir de tuteur, à pouvoir conduire, etc. Le Canada a critiqué le fait que ces femmes avaient été menacées sexuellement, peut-être violées, en tout cas torturées. Bon. Les Saoudiens ont fait ni une ni deux, ils ont coupé les relations diplomatiques avec le Canada. Aucun État occidental ne s'est solidarisé avec le Canada. Aucun. Ça veut dire qu'on est dans une espèce de jeu de menteurs formidable. Et avec toujours le même raisonnement, si ce n'est pas nous qui vendons, c'est les autres qui vendent. Est-ce que ça nous dédouane pour autant? Je tiens à dire un point d'information. Comme nous n'avons jamais vendu un avion de combat, il ne faut pas accuser d'assaut. Sur l'Arabie Saoudite, ce n'est pas d'assaut. C'est tous les autres. C'est qui les autres? C'est Thales, c'est ADS, c'est toutes ces entreprises, c'est DCN, c'est tout ça. Mais il y a de toute façon, encore une fois, ce sont des marchés automultiplicateurs très importants. Donc c'est des marchés sur lesquels... Pour te donner un exemple, British Aerospace était quasiment en faillite il y a une vingtaine d'années. Ils ont signé, à l'époque où on pensait vendre des Mirage 2000 à l'Arabie Saoudite, ils ont vendu des Tornado, avions européens. Ça a complètement remplumé British Aerospace qui était sur le point de déposer le bilan. Donc ça te donne une idée de ce que c'est qu'un contrat saoudien. Bon. Et donc, tu vas expliquer à des Français qu'ils vont perdre leur boulot parce qu'on ne veut pas vendre des armes à l'Arabie Saoudite qui ne s'en servaient pas. Le problème, il se pose maintenant qu'ils les utilisent. Le lobby de l'armement en France, ça représente combien d'emplois? C'est à peu près 100 à 120 000 emplois. Ça dépend si on prend les emplois directs ou les emplois induits, parce qu'il y a toujours effectivement des sous-traitants. Les deux? On atteint, je crois, 150 000 quand même avec la sous-traitance. C'est un marché important. Hein. Et ça représente combien de milliards? Ça dépend si on prend le chiffre d'exportation, pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il y a évidemment tous les armements français qu'on achète, etc. En exportation, je crois qu'on fait quelque chose comme 9 à 10 milliards d'euros d'exportation nette. La France ne peut pas s'en passer. Ils sont protégés judiciairement parlant? Alors, le cas du sous-marin pakistanais est intéressant parce que il y a donc une enquête faite à la fois par la section antiterroriste et en même temps par le GAFI. Qui est l'organisme de lutte contre le financement international du terrorisme. Comment passe-t-il l'affaire? L'affaire est partie du fait que il y a eu un attentat contre des ingénieurs de la direction des constructions navales à Karachi. Et donc les familles de ces ingénieurs ont déposé plainte en disant c'est un attentat terroriste. Cet attentat a été fait parce qu'on n'a pas payé les commissions dues aux Pakistanais. Donc c'est une vengeance contre la France. Bon. Donc ça a déclenché la machine judiciaire avec une enquête criminelle, une enquête de corruption, etc. etc. Bon. Première remarque, simultanément on signe avec l'Arabie Saoudite les contrats pour 2 frégates Sawari, Sawari 2, qui ont exactement les mêmes taux de corruption, mais sur lesquels on n'a jamais ouvert une instruction. On a expliqué qu'il n'y avait pas eu d'attentat, donc on ne pouvait pas être saisi, il n'y avait pas eu de plainte, etc., etc. Donc tu vois déjà la différence de traitement. Bon. Jean-Louis Bruguière, il avait fait du bon boulot? Il avait fait de toute façon ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans un code de procédure pénale. Il ne va pas ouvrir à lui seul un dossier sur l'Arabie Saoudite. Surtout que les Saoudiens détestent se retrouver en position où tout à coup on va leur dire qu'ils financent ici, qu'ils sont corrompus, etc. etc. Peut-on accuser d'ailleurs de corruption des dirigeants d'un pays dans lequel il n'y a pas de loi contre la corruption? Puisqu'il n'y a pas de distinction entre l'argent public et l'argent du prince. Donc, on peut être juriste, mais enfin, expliquer à travers la charia que c'est de la corruption, c'est compliqué, quoi. Médiatiquement parlant, on a vu, ils sont protégés. Alors, médiatiquement parlant, l'affaire Khashoggi est quand même un tournant. Hein. C'est-à-dire que ça a tellement scandalisé l'ensemble de la planète, puis le feuilleton que les Turcs ont parfaitement géré, si tu veux, en sortant des informations au fur et à mesure, ont fait qu'on est arrivé quand même à un certain moment de paroxysme où le procès du système saoudien est quand même apparu. Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que
les Turcs ont demandé à extrader, que l'Arabie Saoudite extrade les types du commando, dont ils avaient les noms, etc. etc. L'Arabie Saoudite a dit non, c'est nous qui les jugerons chez nous. Comme nous, d'ailleurs, on dit on ne va pas extrader nos propres ressortissants, on va les juger chez nous. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'un des proches collaborateurs de Mohamed Ben Salman, qui s'appelle Al-Qahtani, qui est un francophone, d'ailleurs, qui était invité régulièrement dans des colloques en France, il a fait des colloques à l'école militaire, était un des dirigeants de ce groupe d'assassins. Bon. Celui-là, on a dit... Alors cet homme, c'était le mauvais ange auprès de Mohamed Ben Salman. C'est-à-dire qu'il avait créé une équipe de blogueurs, si tu veux, qui était chargée de poursuivre tous les opposants qu'il trouvait sur Internet, de les dénoncer, de les menacer, etc. Donc c'est un personnage très admirable, si tu veux, qui gagne à être connu. Ils ont demandé son extradition, puisqu'il était chef du commando, et les Saoudiens ont refusé. Donc on a dit, il va être condamné à mort. Non, il ne fait pas partie de la liste des condamnés à mort. Il est même probablement retrouvé ses fonctions. Donc on est effectivement sur quelque chose où on aura, le futur de notre relation avec l'Arabie Saoudite se jugera sur la façon dont sera gérée la suite de l'affaire Khashoggi. Aux États-Unis, ça continue à bouillonner, mais ici en France, qui s'intéresse à Khashoggi? Est-ce que vous avez identifié des livres de complaisance envers l'Arabie Saoudite? Non, c'est-à-dire que c'est pas sous la... Enfin, il y a un livre qui est quand même assez fascinant qui s'appelle l'Arabie Saoudite, ce pays méconnu. Donc celui-là, on a l'impression qu'effectivement, c'est le dépliant touristique, quoi. Mais enfin, je vous conseille pas d'aller faire... C'est qui? C'est une fille qui s'appelle Souad Sieb, si je me souviens bien. Mais dans le contrat, c'est pas très bien passé parce que finalement, elle a rompu avec l'Arabie Saoudite. Donc quand on a un truc sur un pays qui est comme l'Arabie Saoudite, on dit ce pays méconnu, ça a l'impression qu'il va y avoir un flot de touristes qui vont débarquer. Mais enfin bon, je ne conseille pas. Il y a d'autres livres qui sont plus prudents. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle l'Arabie Saoudite en 100 questions, qui est un livre, donc, manuel scolaire sur l'Arabie Saoudite. Bon, le problème, c'est que la question 101, c'est qu'est-ce que sont devenus les 4 mecs qui ont été enlevés avant Khashoggi, ça n'a pas été traité. Et la question 102, c'est est-ce qu'il y a des opposants à l'étranger? Celle-là non plus n'a pas été traité. Donc c'est un manuel d'instruction civique sur l'Arabie Saoudite. Christine O'Krent, elle a fait des bouquins sur l'Arabie Saoudite. Alors, Christine O'Krent, j'en ai parlé avec son éditeur, et effectivement, moi, j'ai été assisté à ça après la présentation de son bouquin. Ils avaient insisté pour que je vienne, etc. Bref. Donc, elle l'a fait avec intelligence, c'est-à-dire son bouquin se lit très bien, elle fait une espèce de pondération entre les casseroles et puis les qualités du personnage. Mais si tu veux, quand on fait un livre, une biographie sur un personnage aussi contesté que celui-là, il faut prendre position. Tu ne peux pas en faire une espèce de mina-mina en disant... Moi, j'ai cru qu'elle n'avait jamais rencontré Mohamed Ben Salman. En tout cas, elle ne dit jamais dans son bouquin qu'elle l'a rencontré. Donc l'a-t-elle rencontré ou pas? Mais enfin, écrire une biographie sur un mec vivant aussi contesté que celui-là, sans dire que tu l'as rencontré puis qu'il t'a fait des confidences, ça laisse la question en suspens. En termes des actions thématiques ciblées, ils font quoi? Ils font des concerts, ils font des dessins animés, ils font des voyages touristiques? Alors, je crois que les boîtes de relations publiques leur ont dit effectivement que le produit était invendable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre l'Arabie Saoudite, c'est pas possible. Bon. Donc, la seule manière, c'est de se différencier en faisant des actions thématiques. C'est-à-dire... La Reine des Neiges voilées? Bah oui, on va faire la Reine des Neiges voilées, on va faire un grand spectacle sur le site d'Aloula, qui est un site nabatéen dans le nord de l'Arabie Saoudite. On va faire venir une vedette américaine, etc., etc. Il y a un grand projet de cité du tourisme, c'est-à-dire qu'ils veulent faire une espèce de Disneyland en Arabie Saoudite. Alors il y a un commentateur américain qui a eu une phrase que je trouve très extraordinaire. Il a dit... C'est Halam ou c'est pas Halam? Non, mais alors justement, il dit il Disneyfies de Saudi Arabia, c'est-à-dire qu'en fait, il transforme l'Arabie Saoudite en un monde de Disney. Parce que tu imagines bien que la seule chose qui puisse culturellement passer en Arabie Saoudite sous le contrôle des religieux, c'est les personnages de Disney. Mais il y a quand même un imam saoudien qui a dit que les souris, notamment Mickey Mouse, c'était un personnage diabolique. Parce que comme le prophète a dit qu'il fallait exterminer les souris, et comme les Américains ont réussi à glorifier un Mickey Mouse, c'est que Mickey Mouse était un personnage diabolique. Donc il fallait interdire les Mickey Mouse. Donc tu vois, il y a une créativité quand même du côté de l'Arabie Saoudite qu'on a tort de négliger. Ces gens sont... Tu sais, ce que disait Einstein, il disait, il y a deux choses qui donnent une idée de l'infini, c'est l'univers et la connerie humaine. Mais pour l'univers, on n'est pas sûr. Quand on est lobbyiste pour l'Arabie Saoudite, on a une conscience, on fait comment? On s'arrange avec sa conscience ou on fait simplement lobbyiste, on défend les intérêts de son client? Si on est lobbyiste, il vaut mieux pas avoir trop de problèmes de conscience quand même. Parce que plus la tâche est difficile, plus le contrat est juteux.
un truisme de dire ça. Donc effectivement, aujourd'hui, la boîte qui est la plus, comment dire, qui a eu le plus de contrats avec l'Arabie Saoudite à travers ses différentes filiales, c'est Publicis. Bon. Publicis, à travers justement le rachat de cette boîte Corvis dont je parlais tout à l'heure, qui est donc mandatée sur le Bruxelles, etc., etc., et qui continue à travailler aux États-Unis pour l'Arabie Saoudite. Donc, on a en France une des boîtes qui a les plus gros contrats avec l'Arabie Saoudite. Cette boîte est partiellement la propriété de Madame Badinter. Madame Badinter qui défend les femmes partout dans le monde, sauf en Arabie Saoudite. Et donc, quand elle est interpellée par des journalistes qui lui disent « Mais enfin, est-ce que ça vous pose des questions de conscience ?» Elle dit « Non, mais de toute façon, je ne porterai jamais le voile puisque je n'irai jamais en Arabie Saoudite, donc la question est réglée. » Donc, tu vois bien qu'on peut s'arranger avec sa conscience. Là, par rapport à nous, Français, nous, notre ministère des Affaires étrangères, est-ce que tu penses un jour qu'on arrivera à interviewer soit le ministre des Affaires étrangères, soit son porte-parole? À chaque fois qu'on essaie de les avoir, ils disparaissent, ils se volatilisent ou ils nous racontent un peu n'importe quoi pour qu'on évite de les attraper. Est-ce que tu les vois pouvoir affronter en direct des questions de la communauté sans filtre? Ou est-ce qu'ils sont vraiment pieds et poings liés, qu'ils sont dans un système inextricable? Ils ont pris le rôle d'ambassadeur ou ils ont pris le rôle de travailler au Quai d'Orsay uniquement pour brillante société quand ils côtoient le bourgeois ou pour viser des postes privés ensuite. Est-ce que c'est simplement des passeurs de sommeil? Est-ce que c'est toujours le dormeur du Quai d'Orsay qui vit là-bas? Ils attendent simplement que leurs charges se finissent pour pouvoir bénéficier des fruits de la République. Écoute, il y a deux questions. Il y a la sociologie du Quai d'Orsay, et puis il y a l'homme politique qui va devenir ministre avec les responsabilités de porter la communication officielle. Bon. Grosso modo, notre tradition diplomatique a été une bonne fois pour toutes imprégnée, définie par De Gaulle, si tu veux, et depuis cette époque-là, on répète le discours gaullien, la France indépendante, machin, tout ce que tu veux voir. Mais en même temps, cette diplomatie-là est contredite par un certain nombre de choses, si tu veux, qui sont très évidentes. Bon, il y a eu l'affaire du Rwanda qui ressort, etc. Bon. Donc, les gens du Quai d'Orsay, c'est ce qui m'a été confirmé par un certain nombre de diplomates, ils ont appris à louvoyer. C'est-à-dire, le ministre donne ses instructions, ensuite ils mettent en forme. Donc, il faut accepter le fait que tu devras être en charge d'une politique que tu désapprouves, parce que tu es au contact d'un pays dont tu sais que sa ligne n'est pas du tout celle qu'on va essayer de faire respecter dans la ligne officielle. Et donc, les diplomates, d'une certaine manière, se retrouvent à devoir, tout au long de leur vie, accepter de tenir un propos qui n'est pas obligatoirement leur opinion personnelle. Et ça, c'est dans leur statut. C'est comme les policiers qui ne sont pas toujours d'accord de taper sur des manifestants, mais en fait, ils sont policiers. Bon. Là où, effectivement, la chose est plus facile ou plus difficile à vivre, c'est quand tu as des responsabilités politiques, puisque quand tu as des responsabilités politiques, à un moment, il faut que tu prononces toi-même, si tu veux, ce que va être la ligne de ta... Et donc, on l'a vu qu'on est toujours capable, si tu veux, de définir une ligne qui peut être totalement décalée par rapport à la réalité, parce que on est en charge d'un gouvernement, il y a une solidarité gouvernementale, donc le ministre des Affaires étrangères va accepter de tenir quelque chose qui représenterait, soi-disant, les intérêts supérieurs du pays. Et donc, sur l'Arabie Saoudite, on va expliquer que déclaration présidentielle, Khashoggi n'a rien à voir avec le Yémen. Revenons un peu à la région. L'Iran, des pétroliers qui se font miner, ou censés se faire miner, ou auraient été minés par l'Iran. J'ai pas d'informations. Moi, j'ai un alibi. J'étais pas là-bas, donc si tu veux, c'est tout ce que je peux dire. On est dans une situation où on a, c'est un choc de titans. C'est les plus menteurs. Tu sais pas lequel est le plus menteur. Si c'est Trump, si c'est les Iraniens, ou si c'est les Saoudiens. Menteurs en termes de false flag. Ah oui, bien sûr. En termes de construction d'un mensonge, oui, bien sûr. Si tu veux, Il y a des exemples dans l'histoire de false flag. Oui, il y en a plein. Enfin, je veux dire, nous, on part toujours du postulat qu'une démocratie est pacifiste et qu'une dictature est belliciste. Quand même, quand on a un personnage Trump qui succède à George Bush, ou même, rappelle-toi, l'affaire du Pueblo. Obama. Attends, non, mais reprends quelques exemples historiques avérés. L'affaire du Pueblo pour déclencher la guerre du Vietnam. Tu te souviens, le bateau espion qui est arraisonné par les Nord-Vietnamiens, et pof, ça commence la campagne de bombardement. Bon, on savait très bien que c'était un bateau espion, et donc par la suite, on sait que ça a été une provocation voulue pour déclencher la guerre du Vietnam. Là, le déclenchement de la guerre en Irak, c'est un mensonge éhonté. Moi, je me souviens j'avais entendu Colin Powell dans un colloque dans le Golfe, justement, il expliquait qu'il s'était fait manipuler.
Mais il s'était fait manipuler. Si le chef du département d'État il se fait manipuler, on se dit mais comment fonctionne l'administration américaine? Et là aujourd'hui, on est avec un type qui à la limite n'a même plus besoin de ses services pour inventer des trucs, c'est Trump. Donc on a, comment dire, on a encore une fois un champion du monde, si tu veux, qui est à la tête d'une des plus grandes démocraties du monde. Du côté des Iraniens, les Iraniens, c'est eux qui ont inventé la taqiyya. C'est-à-dire, tu sais que ce droit religieux de mentir a été inventé parce que les chiites étaient minoritaires et que pour pouvoir défendre leur propre conception de l'islam, on acceptait que religieusement, ce qu'ils diraient pour se défendre n'était pas du mensonge. Donc aujourd'hui, ça s'est répandu partout, puisque tout le monde te le ressort, même pour parler des salafistes. Et en face de ça, tu as l'Arabie Saoudite, qui est le pays le plus intolérant de la planète, celui qui ne tolère aucune autre religion, qui est capable d'ouvrir à Vienne un centre sur le dialogue des cultures. C'est quand même pas mal, quand même. Je ne sais pas avec qui tu peux parler en Arabie Saoudite. Et donc, tu as une espèce d'hypocrisie générale sur la région. Et donc, tu peux très bien avoir n'importe lequel de ces individus qui décide n'importe comment de faire la provocation qui va crisper la situation. Le seul pays qui se tient la tête hors de l'eau dans cette région, c'est Oman. C'est le seul qui s'est tenu à l'écart de tous les conflits. C'est le seul qui disent, nous, on n'a rien à voir avec tout ça, et ils refusent. Ils ont d'excellentes relations avec l'Iran, ils ont d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite, enfin ils emmerdent tout le monde, puisqu'ils ont des relations excellentes avec tout le monde. Est-ce que la France doit couper ses relations avec l'Arabie Saoudite? Est-ce que la France doit couper ses relations avec l'Iran? Non, je pense que la France a un rôle à jouer aujourd'hui pour empêcher le scénario de la guerre. Parce que le scénario de la guerre, il peut demain éclater, encore une fois, parce qu'on va expliquer... Quelle forme? Pardon? Sous quelle forme? Ben, encore une fois, la provocation est une provocation qui peut prendre n'importe quelle forme. Par exemple, l'histoire du drone qui a été abattu. On va te dire il était sur les eaux internationales, l'autre il dit non, il était dans nos eaux territoriales. Tu sais que tu peux plaider la cause devant n'importe quelle cour de justice. Les eaux territoriales, c'est pas coloré, hein. Tu sais pas à quel moment tu rentres dans les eaux territoriales. Donc, on sait très bien qu'un événement comme celui-là peut déclencher une rétorsion, la rétorsion déclenchant, etc. Et puis surtout, dans la région, le moindre scénario de conflit bloque le Golfe, puisque c'est quand même le détroit d'Ormuz. Et donc, on sait que n'importe quelle guerre n'aboutirait pas, aurait obligatoirement des effets dans l'ensemble de la planète. Le pétrole du Golfe s'en va pour l'essentiel vers l'Asie, donc tous les pays d'Asie sont concernés. Nous, on va être obligé de faire jouer la solidarité atlantique. Et donc, rappelle-toi, quand il y a eu la guerre en Irak, la moitié de l'Europe a suivi Bush. Donc, on est dans une situation qui est particulièrement explosive. Si la France a un rôle à jouer, à mon sens, c'est d'essayer de dénoncer cette politique du conflit. Le conflit, il a été créé artificiellement par Trump. Il a décidé en arrivant de dénoncer l'accord nucléaire qui a été signé par 5 autres pays. Ça veut dire tous les autres sont des abrutis. Moi, Trump, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Il met un embargo le plus dur qui soit. Et on a vu ce que fait un embargo avec l'Irak. L'Irak, les 10 années d'embargo, c'était des enfants qui muraient de la rougeole. C'était des situations dramatiques sur le plan humain, et ça n'a pas fait tomber Saddam Hussein. Donc l'embargo n'a jamais abouti au renversement d'un régime. Et en plus, maintenant qu'ils ont inventé la justice extraterritoriale américaine, ils peuvent prendre n'importe quelle entreprise étrangère qui continue à travailler avec l'Iran pour éventuellement, en fonction de ses avoirs aux États-Unis, la condamner. Donc on est sur un scénario de construction de l'ennemi dans lequel, demain, on peut très bien avoir un scénario de guerre. Les Iraniens dans tout ça, est-ce que c'est ce que nous ont décrit les médias sur le fait que c'est un pays archaïque, un pays rétrograde, peuplé de gardiens de la révolution, peuplé de femmes qui se font tabasser, de gens qui se font pendre. Ouais. Tu sais, on voit souvent des petites guitounes dans Paris avec des drapeaux iraniens, avec toutes les exactions du gouvernement, avec des réfugiés politiques derrière. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu fais de la communication, tu vas choisir ta cible. C'est-à-dire tu vas dire, regardez, l'Iran, c'est comme ci, c'est comme ça. Si on regarde les statistiques, par exemple, des associations de dénonciation de la peine de mort, le nombre d'exécutions capitales en Arabie Saoudite, si tu le rapportes à la population, est plus important que même la Chine. Bon, ça veut dire que l'Arabie Saoudite tient à la tête, si je puis m'exprimer ainsi, de tous les pays qui décapitent sur la planète. Si tu prends le pays de la tolérance, il n'y a aucune autre religion qui est tolérée sur le territoire de l'Arabie Saoudite. Il t'explique que c'est la terre de l'islam. Ce que je sache, c'est pas Mahomet qui a tracé les frontières de l'Arabie Saoudite. Tu as des églises aux Émirats, tu as des églises au Qatar. Pourquoi est-ce qu'en Arabie Saoudite, c'est totalement interdit? Donc là, on est dans un pays de l'intolérance absolue. En Iran, tu as une vieille communauté juive, tu as des Arméniens qui pratiquent, tu as même des Arméniens qui font du vin pour leur culte. Bon. Donc c'est pas du tout le même schéma. Et enfin, dernière chose, l'Iran, c'est un pays qui a 3000 ans d'histoire. Et l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui commence à apparaître avec le prophète
et qui surtout ne veut pas connaître son passé. Pour eux, il n'y a pas d'entité islamique. Le pays s'éveille avec le prophète. Donc, tu as effectivement des pays qui sont dans deux catégories totalement différentes. Et encore une fois, la sensibilisation à l'égard de l'Iran est incommensurablement supérieure, pour des raisons de communication d'ailleurs, à ce qui se passe en Arabie Saoudite. Donc, toujours, je reviens à ma question, c'est les Saoudiens sont beaucoup plus forts que les Iraniens en matière de com. La Chine, dans tout ça, va se positionner comment? Elle va prendre le... Si tu veux, le cas de la Chine, là aussi, fait partie de ces scénarios intéressants de fabrication de l'ennemi. Tu as vu que Trump, il a décidé, la Chine va être sanctionnée, etc. etc. Bon. Ça s'est un peu arrangé, là. Oui, mais ça, avec lui, tu sais jamais. Tu vas te réveiller demain et il va dire non, non, c'est fini, on coupe tous les avoirs chinois aux États-Unis, etc. Donc, c'est pas de la vie politique, si tu veux, de normalisation à long terme. Bon. La Chine, ce qui est intéressant, c'est que la Chine va être regardée comme le pays qui, par nature, est le perturbateur des relations internationales. Parce qu'elle continue d'acheter du pétrole iranien? Non, c'est parce que si tu veux, tu vas avoir Huawei, on va expliquer que, attention, ils ont des trucs pirates sur tous leurs téléphones portables, qu'il faut les sanctionner parce qu'on ne peut pas contrôler ces gens-là, etc. Ils font de la concurrence à la NSA? Ah ben, le problème, c'est qu'effectivement, ce qu'on sait de la NSA, s'ils sont aussi forts que la NSA, on est surveillé par tout le monde. Rappelle-toi que quand il y a eu le scandale de la NSA, on a appris que les Américains écoutaient Mme Merkel, quand même. Alors, que je sache, on n'a pas décidé de couper toutes les relations avec les États-Unis. Donc, on est dans ce monde de la construction de l'image. Dans l'angle, on dit, oui, si c'est chinois, attention, ça doit être sulfureux. En même temps, si les Chinois posent leurs propres normes en matière d'Internet, tu peux comprendre. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas envie de se mettre sous l'autorité des Américains, tu peux le comprendre. Mais arriver à cette pondération qui était la caractéristique du régime gaullien, de la diplomatie de De Gaulle, en disant mais la France doit faire sa propre diplomatie au milieu d'un monde dans lequel il n'y a pas obligatoirement des gentils d'un côté et des méchants de l'autre. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tu vois des sujets à aborder ensemble, là, avec la communauté? Non, ce que je trouve, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que le massacre continue au Yémen, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun problème. Il y a choléra qui touche à peu près 100 000 personnes, qu'il y a la famine dans les zones qui ne peuvent pas être desservies par le truc, qu'il y a des parlementaires français qui sont allés faire une visite au Yémen en arrivant par les Émirats arabes unis pour venir témoigner de l'aide humanitaire fournie par l'Arabie saoudite et par les Émirats. Donc tu te dis qu'il y a du boulot, quoi. Comment ça va se finir, cette histoire de Yémen? Je sais pas. Si tu veux, le Yémen, c'est une espèce d'épine dans le pied de l'Arabie saoudite. D'abord, c'était ce qu'on appelait l'Arabie heureuse, hein, le Yémen. C'est-à-dire, c'était quand même le pays dans lequel il y avait des montagnards qui faisaient de la culture, alors que en plein milieu du désert central d'Arabie Saoudite, tu avec des nomades qui faisaient du commerce nord-sud. Bon. Deuxième caractéristique, les Yéménites sont des combattants. Ils sont comme les Afghans, les Yéménites. C'est-à-dire, c'est des mecs que tu ne peux pas faire la différence entre un combattant et un non-combattant, quoi. Ils sont tous armés. Bon. Et pendant longtemps, d'ailleurs, les Yéménites fournissaient l'ossature de l'armée saoudienne. Et donc aujourd'hui, quand le régime saoudien, quand Ibn Saoud constitue les limites du territoire saoudien, il annexe une province yéménite dans le sud. Bon. Donc il y a ce vieux contentieux entre les deux pays. Mais c'est un pays, le Yémen, qui est divisé entre une partie de communauté chiite et une partie de communauté sunnite. Donc c'est un pays qui a toujours vécu cet état de crise. Bon. Donc il ne peut y avoir de solution que s'il y avait quelque chose qui pourrait ressembler à de la laïcité dans le monde arabe, mais c'est peut-être un rêve fou. Mais pour que ces deux parties de communauté pratiquant la même religion mais avec des pratiques différentes, la seule manière de résoudre le conflit, ce serait effectivement de confier ça à des Suisses, quoi. Tu t'envoies un Suisse qui leur explique comment on peut vivre ensemble avec des langues différentes, avec des pratiques différentes. Mais c'est un saut culturel, hein. Est-ce que c'est envisageable une révolution en Arabie Saoudite? Non, je crois que le scénario le plus probable, c'est qu'effectivement Mohamed Ben Salman a quand même fait plusieurs opérations qui ont probablement fâché ses petits cousins. La plus grosse des opérations, c'est l'affaire du Ritz-Carlton, c'est-à-dire que il a mis dans ce grand hôtel de Riyad, il a appelé 200 de ses petits cousins et les princes divers, etc. Il leur a dit, venez, on va parler de l'avenir du royaume. Et puis quand ils sont arrivés sur place, on leur a piqué leur téléphone portable, on les a enfermés dans les chambres, et puis ils devaient tous passer pour dégorger le pognon qui s'était pris pendant toutes leurs années Gabegie. Leurs années heureuses. Bon. Et donc on pense que cette opération anticorruption a rapporté entre 60 et 100 milliards à peu près, hein. Au fur et à mesure que les types sortaient, ils signaient des chèques. Bon. Deux remarques sur ce sujet. D'abord, évidemment, ils n'ont pas dû ressortir très contents. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'effectivement, tout à coup, on leur fait rendre l'argent. Mais enfin, ils peuvent considérer qu'on les prive, si tu veux, de ce qui était leur niveau de vie. Par exemple,
Tous les contrats d'armement, on les a signés avec la famille, la branche saoudienne des sultanes. Donc le ministre de la Défense qui est resté pendant 25 ans, c'était Ben Sultan. C'est son fils qui devait prendre le magasin, et puis, tac, du coup, il est écarté. C'est un proche de Mohamed Ben Salman qui va prendre la suite. Donc, il y a probablement à l'intérieur des familles princières des gens qui doivent, si tu veux, mâchonner leur rancœur. Donc ça, c'est un scénario qui est grave. La deuxième chose qui est intéressante dans cette affaire du Ritz-Carlton, c'est que tous les mecs qui n'avaient pas leur portefeuille sur eux, qui ne pouvaient pas payer le milliard demandé, ils pouvaient céder des actifs. Et Mohamed Ben Salman prend le contrôle de tout le groupe Middle East Broadcasting Corporation, qui était la propriété d'une autre branche de la famille, et donc il prend le contrôle. Ça veut dire qu'il renforce son pouvoir sur les médias. Ça fait partie de sa politique de com'. Donc tu as vu l'efficacité, puisque quand il a fait sa tournée, c'était devenu le grand réformateur de l'Arabie Saoudite. Il faisait des interviews partout, et on disait, regardez, cet homme-là, il va nous transformer l'Arabie Saoudite. Le fait que le même mec se paye un château à Vlouvciennes, qui est une copie de Versailles, et un yacht racheté à un oligarque russe, qui était d'ailleurs un ancien, j'ai cru comprendre, un yacht que possédait Trump, 800 millions de dollars, ça te prouve que ce n'est pas la lutte anticorruption qui était son souci principal, c'est la concentration du pouvoir. Donc, est-ce qu'il y en a un jour qui va lui planter un couteau dans le dos pendant qu'il y aura une fête de famille? J'en sais rien, c'est pas impossible. On arrive pratiquement à la fin de notre interview. Est-ce que tu vois des sujets à aborder? Est-ce qu'on n'a peut-être pas parlé assez de Trump? Est-ce qu'on n'a pas parlé assez de Sarkozy? Tu veux qu'on parle un peu de la Libye? Tu veux qu'on parle un peu de Non, ce qui me désespère un peu, si tu veux, c'est que tu t'aperçois que le rythme politique est un rythme médiatique. C'est-à-dire que si l'affaire Khashoggi s'éteint, ce que je ne souhaite pas aux Américains, aux États-Unis, parce que comme c'est devenu un argumentaire anti-Trump, ça a plus de chances de vivre là-bas. Mais en France, tu t'aperçois que Khashoggi, maintenant étant pratiquement réglé, les affaires reprennent. Donc tu te dis, les massacres se poursuivent au Yémen. Tu as cette déclaration extraordinaire de notre ministre de la Défense qui dit, mais nous ne vendons que des armes défensives. Bien sûr, si tu vends des pods de désignation laser pour des avions, c'est pas tes pods qui tuent, c'est les missiles qui sont guidés par tes pods de désignation. Donc, il y a que dans cette guerre-là où on va expliquer qu'une bombe de 250 kilos, ça ne tue un terroriste. Et quand ça tombe sur un hôpital de MSF, par exemple, le MSF n'a jamais dénoncé, si tu veux, de manière virulente, cet attentat qui a visé un de ses hôpitaux. Alors tu te dis pourquoi? Mais parce que leurs types sont menacés là-bas. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, c'est une espèce de système, si tu veux, qui se mord la queue et qui fait qu'on a du mal à soulever le problème dans sa dimension, dans sa totalité. Tu as déjà eu des gens qui sont venus te parler en disant, bon écoute Pierre, tu vas te calmer un petit peu, non. Tu veux pas venir travailler pour nous, Je suis très cher, il faut leur dire. S'ils veulent m'aborder, il faut qu'ils sachent que je suis très cher. C'est combien? Non, le truc, je rigole, mais si tu veux, ce qui m'a le plus abordé, c'est des gens qui regardent Thinkerview et qui m'ont dit, je vous ai vu sur Thinkerview, etc., etc. Donc, non, je ne me considère pas comme un personnage qui menace l'Arabie Saoudite. Si tu veux, je sais que je ne serai pas invité au cocktail de l'Arabie Saoudite, je ne ferai pas le pèlerinage cette année, mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire? Il faut accepter. Qui en termes de coups phares, menace réellement l'Arabie Saoudite? C'est une bonne question, ça. Je crois tous les pays sont d'accord sur le fait que tant que ce pays est aussi riche que celui qu'il est, etc., il n'y aura pas de diplomatie, sauf peut-être l'Iran, mais il n'y aura pas de diplomatie de stricte dénonciation de l'Arabie Saoudite. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les intellectuels qui sont le plus dénonciateurs de l'influence du wahhabisme sont des intellectuels musulmans. Des intellectuels musulmans, c'est-à-dire des gens, ou même la presse arabophone, dont je me suis servi pour l'étude sur le lobby saoudien, est incroyablement plus critique à l'égard de l'Arabie Saoudite que ne l'est la diplomatie française. Par exemple, l'Algérie, qui a été sollicitée pour venir dans la coalition pour la guerre au Yémen, a refusé d'y aller en disant « mais nous, on ne va pas collaborer avec un pays qui nous a causé 10 ans de guerre civile ». Parce qu'ils disent, ils n'ont aucun doute sur le fait que les salafistes, le GIA, le GSPC, etc., qui leur ont causé tant de morts, c'était la matrice saoudienne qui les avait formés. Donc tu te retrouves avec des pays arabes qui sont beaucoup plus radicaux dans la dénonciation de l'Arabie Saoudite que ne le sont les pays occidentaux. Est-ce qu'on peut parler terrorisme et migrants? On en est où des flots de migrants? On en est où de l'infiltration des flots de migrants par les terroristes? Est-ce que c'est avéré? C'est pas avéré? C'est une légende? C'est quoi? Je sais pas. Moi, j'ai pas d'informations là-dessus, mais parce que en fait, les attentats qu'on a connus étaient des attentats qui étaient pilotés depuis la Syrie-Irak
mélangeant des gens dans les flots de migrants pour venir faire les opérations de 2015-2016 ici. Voilà. Donc, l'idée des flots de migrants contrôlés et infiltrés, si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Puis, de toute façon, on n'a pas fait le lien entre le phénomène des migrants et le phénomène du terrorisme. La deuxième chose qui, malheureusement, est inquiétante, c'est que tous les tentatives d'attentats qu'on a connues depuis la disparition de l'État islamique, c'est du terrorisme endogène. C'est-à-dire des gens qui peuvent encore se mobiliser pour tirer dans le tas, pour intervenir dans une fête, etc., etc. Ça me désespère un peu parce que, si tu veux, tu as encore toute une mécanique qui essaye de travailler sur le financement du terrorisme, mais les attentats qu'on a connus depuis la disparition de l'État islamique, ce sont des attentats bon marché. Donc c'est plus la lutte contre le financement qu'il faut chasser, c'est la lutte contre l'idéologie. Si on ne se bat pas sur le terrain de l'idéologie, on aura toujours des mecs, tant qu'on confond la... Tu sais, il y a un imam français qui m'a dit, vous savez, le wahhabisme, c'est la version la plus raciste, la plus antisémite, la plus homophobe, la plus sexiste, la plus raciste de l'islam. Alors tu te dis, mais pourquoi on n'applique pas la loi Guesso aux prédicateurs salafistes? Posons la question à nos autorités. Si un type d'extrême droite tient le discours d'un salafiste, tout le monde va lui tomber dessus en disant Marine Le Pen. Et pourquoi est-ce qu'on ne regarde ce discours? Non, on dit que c'est de la liberté de conscience, mais ça n'a jamais été de la liberté de conscience d'être antisémite. Donc pourquoi, encore une fois, fait-on semblant de respecter ce genre de choses? On a réussi, je crois, à expulser une douzaine d'imams à peu près, ce qui prouve que quand même la lutte anti-salafiste progresse à grands pas. Tu vois la France comment dans 5 ans? Difficile à dire parce que, si tu veux, le champ politique français, il est complexe, mais pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec ce qui se passe là-bas. Sauf le fait qu'effectivement, la crise des migrants a révélé, et en particulier la crise des Gilets jaunes, a révélé que, si tu veux mélanger la fonction d'accueil de la France et en même temps la situation de déshérence d'un certain nombre de quartiers et d'un certain nombre de gens... On n'a pas accueilli grand monde. Pardon? On n'a pas accueilli grand monde. On n'a pas accueilli de... On n'a pas accueilli grand monde. On n'a pas accueilli grand monde, mais il reste que, c'est encore une fois, c'est la dimension médiatique de la chose qui est importante. C'est-à-dire, tu te retrouves avec un débat qui très vite va commencer à s'emballer. La France se tient à peu près en matière de nombre d'accueil de migrants, c'est moins que l'Allemagne, mais enfin, c'est pas non plus la Grande-Bretagne, n'oublie pas, ferme ses frontières. Hein. S'il y a le problème de Calais, c'est parce que les Britanniques... Ou le Danemark. Ou le Danemark, ouais, bon. Donc on est quand même dans des situations où on est au milieu de tableau, si tu veux. Hein, bon. Mais quand les Français, effectivement, comme ceux qui sont manifestés sur les Gilets jaunes, si tu veux, expliquent le problème des retraites, etc., l'idée de prendre en charge des gens qu'il faut accueillir parce qu'ils sont encore dans une situation plus désespérée qu'eux, ressort à ce moment-là le fait que dans les manifestations des Gilets jaunes, tu avais des drapeaux français. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire des gens qui disaient, mais pensez un peu à nous. Et c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a des élites françaises qui ne sont pas descendues sur Terre depuis déjà bien longtemps. Moi, si tu veux, j'ai un exemple d'un type avec qui j'ai travaillé, qui est un type remarquable, très intelligent, etc. Mais si tu fais sa trajectoire, c'est un type qui a fait de bonnes études, qui a fait une classe prépa, qui a fait Normal Sup, qui ensuite après a fait l'ENA, qui ensuite est sorti dans le Conseil d'État, qui a ensuite fait du cabinet. Ça veut dire que c'est un type qui pendant 15 ans n'a pas posé les pieds sur Terre. Et tout de suite, il devient en responsabilité. Donc, si tu n'introduis pas dans cette manière de recruter des élites des moments où les types sont obligés de prendre leur sac à dos pour passer 1 an dans une ONG, 1 an dans une ambassade, non, même pas dans une ambassade à l'étranger, parce que c'est trop bien l'ambassade à l'étranger, mais tu vois, quelque chose qui fasse qu'on découvre autre chose, un programme Erasmus, mais vrai, tu vois, tu te dis, pourquoi veux-tu qu'ils pensent même la France dans des conditions... Quand tu es ambassadeur, que tu vends la France, quel contact as-tu avec la France? Tu as un niveau de vie extraordinaire, tu as pratiquement tout ce qu'il te faut autour de toi, tu as un discours officiel dans lequel il faut que tu expliques que la France est pays des droits de l'homme, etc., etc. Pourquoi l'Arabie Saoudite commence à regarder le nucléaire de très près? C'est parce qu'ils anticipent la fin du pétrole? Ils veulent s'armer de la bombe? Non, oui, c'est la bombe. C'est la bombe, il n'y a aucun doute. Si tu veux, bon, il y a une bombe qui s'est qualifiée à un moment d'islamique, qui était la bombe pakistanaise. Les Pakistanais ont expliqué que leur programme, c'était aussi destiné à défendre le reste du monde musulman, etc. Bon. On n'y croit qu'à moitié, parce que si tu veux, tu ne vas pas utiliser une bombe si ce n'est pas pour sanctuariser ton territoire. C'est une espèce de contradiction dans les termes. Mais enfin, ça veut dire que le savoir-faire est à proximité, que les relations entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan sont excellentes. Et donc, si à terme il devait y avoir besoin, il y aurait probablement de la technologie, des ingénieurs qui pourraient venir, etc. Mais tu ne vas pas mettre les Saoudiens au travail demain.
Quand tu es dans un pays d'économie rentière depuis pratiquement la découverte du pétrole, c'est depuis le début du XXe siècle, les mecs sont habitués à ne pas payer l'électricité, à ne pas payer l'eau, et à avoir des ressources s'ils veulent faire leurs études à l'étranger, etc. Comment veux-tu demander à des mecs de devenir ingénieurs nucléaires, faire travailler, etc. Pour ça, il y a tous les bougnoules qui travaillent en Arabie Saoudite. Quand les types viennent là-bas, si tu t'en parles avec des Marocains, des Algériens qui travaillent là-bas, ils sont traités comme des chiens. Et c'est eux qui font le boulot. Donc tu te retrouves... Ils sont traités, comme dirait un de mes amis qui est marocain, ils sont traités comme des Roumains. Ils sont considérés comme les Roumains. C'est-à-dire le Maghreb, pour l'Arabie Saoudite, c'est les Roumains. Ouais. Si tu veux, on a eu un cas, moi je l'ai vécu quand j'étais à la délégation générale pour l'armement. On leur avait le respect qu'on a pour les Roumains, d'ailleurs. Hein. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais si tu veux, on leur avait vendu les frégates, Sawari 2. Donc il y avait tout un problème de formation des cadres, des officiers, etc., etc. Donc on les prend à Toulon pour faire de la formation. Bon. Ils arrivent avec leur famille et ils demandent qu'on leur construise une école. Alors on dit, mais attendez, il y a l'école publique française, vous mettez vos enfants là-bas, etc. Et les mecs, ils insistaient, non, non, on veut notre école, etc. Ils ne voulaient pas les mettre à Toulon parce que Toulon, c'est plein d'Arabes. C'est des Maghrébins. Tu ne vas pas demander à que leurs enfants ils fassent leurs études avec les Maghrébins. Je veux dire, pour eux, c'est la preuve même de la dégradation de l'enseignement français. Donc, on leur a construit une école. Tu vois ce que je veux dire? Psychologiquement, tous les types qui reviennent du Golfe, ils en reviennent avec la haine, si tu veux, du rapport qu'ils ont eu avec les indigènes saoudiens. On a une question de l'ours sur notre forum qui dit « L'arrêt de la vente d'armes à l'Arabie Saoudite augmenterait-elle le risque d'attentats en France ?» Non, ça, alors vraiment, c'est une question difficile, hein, parce qu'effectivement... Non, les Saoudiens n'ont jamais mis les mains dans le cambouis pour organiser des attentats. Parce qu'encore une fois, la survie de la dynastie... Ils font quand même des lasagnes avec leurs citoyens dans les ambassades. Oui, mais si tu veux, encore une fois, c'est la catégorie des princes félons. C'est-à-dire les gens qui ont bénéficié du système et qui ensuite, de l'étranger, trahissent. Khashoggi, c'était l'ennemi par nature, puisqu'il était correspondant d'un grand média américain. Donc lui, c'était le type qui avait le plus, comment dire, de capacité de nuisance sur le régime. C'est pour ça qu'il en a terminé en petits morceaux. Donc, encore une fois, on n'est pas dans un système où les Saoudiens ne mettent pas les mains dans le cambouis, parce que la survie du régime est plus importante que le reste. Non, ils ont formé des gens qui ont pris leur indépendance, si tu veux. Le docteur Frankenstein a créé des monstres. Ces monstres se retournent contre le docteur Frankenstein. Mais nous, on voudrait sauver le docteur Frankenstein. Or, dans le roman de Marie Shelley, tu te souviens qu'ils meurent tous les deux. Mais nous, on voudrait dire non, 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 il faut protéger la dynastie. Il y a eu des attentats contre les compounds américains après la guerre du Golfe. Il y a eu des attentats contre la dynastie, etc., encore une fois dans le Golfe. Al-Qaïda dans la péninsule arabique est considérée par la CIA comme la branche la plus dangereuse d'Al-Qaïda. Mais, si tu veux, c'est leurs enfants, quoi. On arrive à la fin de notre interview. Est-ce que tu as 3 bouquins à conseiller à notre communauté? Pas les miens, tu veux dire? Ça, non, ça, ils n'aiment pas trop, ça. 3 bouquins à conseiller? Comment il s'appelle ton dernier bouquin? Moi, le dernier bouquin, on a fait l'interview, c'était sur Hollywood, tu sais, sur Hollywood comme arme de propagande massive. Vas-y, 3 autres. Qu'est-ce que j'ai lu de très significatif? Ben là, je suis en train de lire un bouquin je crois que c'est un Algérien, qui s'appelle Redissi, qui est justement sur l'islam wahhabite. Il dit comment l'islam sectaire est devenu l'islam dominant. Donc c'est tout le processus d'influence de l'Arabie Saoudite sur l'islam un peu partout sur la planète. Qu'est-ce que j'ai lu d'autres très intéressants encore récemment? Ça, vous me prenez un peu de cours, j'ai pas réfléchi à la question. Pour sortir des lectures pour cet été sur la plage. Hein. Oui, j'ai bien compris, mais c'est parce que, si tu veux, j'étais tellement dans mon sujet que je réfléchis sur... Alors, je te casse une question de Mononoke. Quelle est la puissance actuelle de rébellion des Yéménites face à l'Arabie Saoudite? Y a-t-il des milices d'autres pays qui s'y attaquent? Qui s'attaquent à l'Arabie Saoudite ou qui s'attaquent aux Yéménites? On va faire les deux, mais je pense plutôt qu'ils s'attaquent à l'Arabie Saoudite. Parce que l'Arabie Saoudite a voulu créer une coalition sunnite pour taper sur les Houthis qui sont des chiites. Bon. Donc il y a bien effectivement des pays à majorité sunnite qui participent militairement à la campagne. Mais il y a des pays qui ont refusé. Par exemple, l'Algérie, je t'ai cité l'exemple, ou le Maroc a refusé aussi d'y aller. Bon. Donc, on a en tout cas une coalition du côté des forces qui sont armées,
Et du côté des Houthis, il doit certainement y avoir des passedarans qui sont venus d'Iran, ça c'est fort probable. Il y en a peut-être qui sont venus d'Irak encore, parce que la solidarité sunnite-chiite, ou l'animosité sunnite-chiite, est devenue en fait structurante dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, si tu regardes bien, il y a le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, Bahreïn et même le Nigeria, dans lequel il y a une guerre sunnite-chiite. La question que je me pose en tant qu'occidental, c'est est-ce qu'on doit intervenir dans cette guerre ? Donc on arrive à la dernière question qui n'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, quelque chose d'impérissable, quelque chose qui va rester sur les réseaux. Il y a une phrase de Gérard Chaliand que je trouve assez intéressante. Il dit « La capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce. » C'est-à-dire que si tu veux, comme le travail de la victimisation est un argument de politique internationale aujourd'hui, si on ne se rend pas compte que les victimes peuvent devenir des bourreaux, on est toujours décalé d'une guerre. Pierre Conessa, merci. Merci à vous.